Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Victor de Jury Travail et je suis ravie, de vous accueillir, à cette nouvelle webconférence sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Alors, actuellement, nous ne disposons que des chiffres officiels, de l'année 2020, et même s'ils ont considérablement diminué par rapport à l'année 2019 à cause du covid, ils donnent malgré tout, le tournis puisque pour cette année 2020, 540 000 accidents de travail ont été déclarés et il y a eu 40 000 reconnaissances de maladies professionnelles. C'est dire, si, ces problématiques, pardon, occupent le quotidien de bon nombre de RH, de chefs d'entreprise ou, de représentants du personnel. Et c'est donc ce qui nous a motivés à, traiter, ces sujets avec vous, au cours des 45 prochaines minutes. Donc avant de rentrer dans le vif, du sujet, quelques mots pour, présenter Jury Travail à celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc Jury Travail est le leader de l'information juridique, en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité, juridique. C'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire, rédigée dans un langage, qu'on a souhaité clair. Cette base documentaire, est composée également de nombreux modèles de courriers et de contrats qui vous feront gagner un temps précieux au quotidien. Et enfin, cet abonnement vous donne accès à notre, équipe de juristes, qui est basée à La Rochelle et qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester, notre service en posant votre première question gratuitement à nos juristes. Alors, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient, maître, Anne-Charlotte Ster, avocate au barreau de Lyon, que j'ai le plaisir, d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous maître et merci beaucoup, d'être parmi nous. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir. Alors, comme, d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont, de cette webconférence, afin de vous permettre de nous transmettre vos questions, sur, ces sujets. Donc nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre donc au cours de la webconférence et comme, d'habitude et ça je préfère le préciser avant que vous posiez la question parce que je sais que c'est une question que vous posez systématiquement. Comme d'habitude, donc après, la webconférence, quelques jours après, vous recevrez la vidéo, de cette webconférence et vous recevrez, le support que nous allons présenter. Alors, si vous souhaitez poser des questions au cours, de cette webconférence, n'hésitez pas à le faire, via les onglets qui sont en bas à droite, de votre écran, soit l'onglet questions, soit l'onglet chat et je remercie vivement ma collègue Marine qui est là et qui échangera avec vous, par chat pour vous orienter, vers certains de nos contenus qui répondraient à vos problématiques. Et si vous avez, besoin de conseils juridiques, sur, une situation bien précise dans votre entreprise, n'hésitez pas à contacter, maître Serre dont vous avez actuellement, les coordonnées à l'écran. Alors toutes, vos questions ont été regroupées, en 4 thématiques. Nous verrons donc tout d'abord les accidents du travail, puis, nous verrons les maladies professionnelles. Enfin, il sera question donc des mesures de prévention et du rôle, des élus de CSE et nous terminerons, par les sanctions et les coûts, pour les entreprises, parce que bien évidemment, il y en a. Donc commençons, tout d'abord par les accidents, du travail. Maître, pouvez-vous, nous rappeler la définition, de l'accident du travail? Oui, alors, l'accident du travail, on a une première définition qui est donnée par le code de la sécurité sociale et qui nous dit que c'est un accident qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Alors on voit que cette définition, est assez large. C'est pourquoi la jurisprudence est venue nous donner des éléments complémentaires de définition.
Et la jurisprudence caractérise l'accident du travail comme un événement soudain, ce qui va le distinguer de la maladie professionnelle. C'est un accident en lien avec le travail et ayant provoqué une lésion. Donc, on a véritablement 3 éléments constitutifs de l'accident de travail: événement soudain, lien avec le travail et qui a provoqué une lésion. On entend lien avec le travail, le fait que le salarié se trouve au moment de l'accident sous le contrôle et sous l'autorité de l'employeur. Donc, il faut que le salarié soit au lieu du travail et au temps du travail, au moment de la survenance de l'accident pour que l'accident soit qualifié d'accident du travail. Et la loi pose une présomption d'imputabilité des lésions au travail pour tout accident qui serait survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Donc, c'est à l'employeur, par la suite, de rapporter la preuve contraire et de démontrer que l'accident n'est pas imputable au travail. Très bien. Et vous nous avez donc, apporté des exemples d'accidents du travail. On peut peut-être en présenter, un? Oui, alors, là, c'est pour bien vous montrer, les conditions et notamment, sur le caractère soudain que doit avoir l'accident. Donc, par exemple, est un accident du travail une douleur musculaire qui serait apparue soudainement à la suite, du port d'une charge, mais à l'inverse, n'est pas un accident du travail, une lésion qui serait apparue progressivement à la suite, par exemple, de la répétition d'un geste sur une machine ou d'une action prolongée du froid ou d'un contact avec un agent chimique. Là, on sera plus sur la définition de la maladie professionnelle. Très bien, merci beaucoup. Alors avec, la crise sanitaire que nous avons traversée, ces dernières années, le télétravail a été, une pratique vraiment encouragée et très largement mise en place, en entreprise. Peut-il y avoir des accidents, du travail, lorsqu'un salarié se trouve en télétravail? Alors, on a un principe, qui est celui de l'égalité des droits entre les salariés, télétravailleurs et les salariés classiques qui travaillent dans les locaux de l'entreprise. Et c'est l'article L 1222-9 du code du travail qui nous donne, la réponse à cette question, puisqu'il nous dit que l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail. Donc on a exactement la même présomption d'imputabilité de l'accident au travail, que le salarié soit en télétravail ou, qu'il travaille dans les locaux de l'entreprise. Et on a exactement la même prise en charge et dans les mêmes conditions que si l'accident était survenu au sein des locaux, de l'entreprise. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, il faut distinguer donc l'accident de trajet de l'accident du travail et d'ailleurs, on a une petite question qui est arrivée à ce sujet-là. Emma qui nous demande: «Un salarié qui se serait fait mal en sortant de sa voiture pour rejoindre l'entreprise est-il considéré comme un accident du travail ou un accident de trajet?» Donc qu'est-ce qu'un accident de trajet? Et quelles sont les différences avec l'accident du travail? Et si on pouvait répondre, à Emma et trancher entre accident du travail et accident de trajet, ce serait parfait. Oui, alors c'est vrai qu'il faut bien distinguer, l'accident de trajet de l'accident du travail et parce qu'on verra par la suite qu'il y a des enjeux, financiers qui sont, importants pour l'employeur. Alors l'accident, de trajet, c'est l'accident qui survient entre le lieu du travail, du salarié d'une part et son domicile ou le lieu du travail du salarié et son lieu de restauration, c'est-à-dire là où il prend sa pause déjeuner, entre midi et 2. L'accident de trajet, il est reconnu comme tel, hem, que si le salarié a pris l'itinéraire le plus direct entre, le lieu de son travail et son domicile. Il ne faut pas qu'il y ait eu de détour ou d'interruption puisque sinon on perdra la qualification d'accident de trajet. Alors, bien évidemment, il existe des exceptions, mais qui sont limitativement énumérées, qui sont au nombre de 3, où le code du travail admet qu'il y ait un détour ou une interruption, si le salarié fait un détour, pour déposer des covoitureurs réguliers, également pour les nécessités de la vie courante. Alors ce qu'on appelle nécessités de la vie courante, c'est pour aller, faire ses courses,
c'est pour aller, par exemple, à la pharmacie ou chercher ses enfants à l'école. Également, le détour, s'il est rendu nécessaire par l'emploi, donc par exemple, l'employeur demande à son salarié d'aller chercher une pièce sur son trajet pour aller chez lui, à ce moment-là, ce sera considéré comme un accident de trajet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accident de trajet, en fait, il commence à partir du moment où le salarié sort de chez lui et il cesse à partir du moment où le salarié entre dans les locaux de l'entreprise. Donc, si le salarié se blesse en sortant de sa voiture et qu'il est sur le parking de l'entreprise et sur ses horaires de travail, à ce moment-là, je considère que ce sera un accident du travail et non plus un accident de trajet, pour répondre à la question. Très bien. Et donc les différences entre les accidents de trajet et les accidents de travail, elles sont nombreuses. Quelles sont-elles? Alors oui, donc alors d'un point de vue purement sécurité sociale, la prise en charge par la sécurité sociale, pardon, de l'accident du travail ou de l'accident de trajet sont les mêmes. C'est-à-dire que le salarié va avoir exactement la même indemnisation en termes d'indemnité journalière de sécurité sociale. Ses frais d'hospitalisation et de pharmacie seront pris en charge de la même manière. Ce qui distingue l'accident de trajet de l'accident du travail, c'est que en cas d'accident de trajet, il n'y a pas de protection spécifique contre le licenciement. C'est-à-dire que vous pourrez licencier votre salarié pour, pour une autre raison que une faute grave ou une impossibilité de le maintenir dans l'emploi. Deuxième différence, c'est que la période de suspension du contrat de travail qui suit l'accident de trajet n'est absolument pas assimilable à une période de travail effectif pour calculer l'ancienneté du salarié. Donc, le salarié qui est en arrêt de travail postérieurement à un accident de trajet n'acquiert pas d'ancienneté. Troisième différence, c'est l'impossibilité pour le salarié d'agir en faute inexcusable contre son employeur et ça se comprend parfaitement puisque l'accident de trajet n'a pas véritablement de lien direct avec les fonctions qui sont exercées par le salarié. Et enfin, l'accident de trajet n'a aucune incidence sur le taux de cotisation de l'entreprise, accident du travail, maladie professionnelle. Donc, tout l'intérêt de bien qualifier l'accident, soit en accident du travail, soit en accident de trajet. Très bien, et nous reviendrons un petit peu plus tard au cours de la webconférence sur, le taux de cotisation AT-MP, donc accident du travail et maladie professionnelle, donc rassurez-vous, il en sera question un petit peu plus tard. Alors, concernant les procédures liées à l'accident du travail, quelles procédures, doivent respecter le salarié concerné et l'employeur, dans le cadre d'un accident du travail? Y a-t-il, des délais à respecter? Oui, alors il y a certains délais à respecter. Alors, la déclaration de l'accident du travail, elle commence par une obligation qui pèse sur le salarié, qui est d'informer ou de faire informer, s'il est dans l'impossibilité de le faire, son employeur de l'accident du travail dans la journée où est survenu l'accident du travail ou au plus tard dans les 24 heures qui suivent l'accident. Ensuite, le salarié, il doit se rendre chez son médecin, le médecin de son choix, pour faire constater les lésions en utilisant la feuille d'accident du travail. Ça, c'est très important. Le médecin qui l'a consulté va établir un certificat médical qui va indiquer l'état de la victime et les conséquences de l'accident sur la victime. C'est un certificat qui est établi en double exemplaire et qui est transmis soit directement par le médecin à la CPAM, soit par le salarié. De son côté, l'employeur a lui aussi des obligations. Lui, il doit déclarer impérativement l'accident du travail à la CPAM dans les 48 heures à compter du jour où il en a eu connaissance. Cette déclaration, elle peut être faite directement en ligne sur le site netentreprise.fr. Et à ce stade, l'employeur peut émettre des réserves sur l'accident du travail, s'il estime que cet accident n'est en fait pas un accident du travail. Alors, il y a une case à cocher pour émettre les réserves et ensuite, il faut motiver ces réserves pour que la CPAM soit contrainte
par la suite d'effectuer des investigations plus poussées. Deuxième obligation de l'employeur, en cas d'arrêt de travail, il doit déclarer via l'ADSN l'accident du travail afin de déclencher le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés. Et enfin, troisième obligation, il doit se procurer un feuillet d'accident du travail auprès de la CPAM pour le transmettre à la victime de l'accident, à son salarié, afin que ce dernier puisse bénéficier à la fois de la gratuité des soins et du tiers payant. Et petit complément d'information, en fait, si l'employeur n'établit pas la déclaration d'accident du travail, sachez que le salarié dispose d'un délai de 2 ans pour déclarer son accident à la CPAM. Passé ce délai de 2 ans, ça sera prescrit, ça ne sera plus possible de le faire. Très bien et puis, il y a aussi le recueil de témoignages qui peut être important, à la fois pour le salarié et pour, l'employeur quand c'est possible, si des personnes ont assisté, à l'accident, ça peut aider dans la prise en charge des dossiers. Tout à fait. Alors, ensuite donc comment se déroule l'instruction du dossier, de l'arrêt de travail et comment du coup l'employeur peut contester, le fait qu'il s'agisse d'un accident du travail? Alors, il y a 2 cas de figure, là encore. Si aucune réserve n'a été émise, par l'employeur. À ce moment-là, la CPAM, elle reconnaît l'accident du travail dans un délai de 30 jours. Cependant, si l'employeur a émis des réserves au stade de, la déclaration d'accident du travail ou si la CPAM l'estime nécessaire, dans certains cas, un peu plus compliqués, elle peut ouvrir, une phase d'investigation de 70 jours et pour cela, elle en informe le salarié et l'employeur et elle leur remet un questionnaire, à chacune des 2 parties pour que ces derniers puissent, s'expliquer sur les circonstances, de l'accident et ce qui va permettre à la CPAM de prendre sa décision. Passé cette phase d'investigation, l'employeur et le salarié peuvent consulter le dossier complet et émettre encore des observations dans un délai de 10 jours. Sachez qu'enfin, la décision de la CPAM est rendue dans un délai maximum de 90 jours après le dépôt de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. Alors, concernant la contestation possible de l'accident du travail par l'employeur et les motifs qu'il peut invoquer. Donc, comme je le disais, l'employeur, il a la possibilité de contester l'accident du travail en émettant des réserves au jour de la déclaration d'accident du travail, mais il a également la possibilité de le faire ultérieurement dans un délai de 10 jours francs qui suivent cette déclaration. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces réserves, elles doivent impérativement être motivées pour contraindre la caisse à mener des investigations. Alors, on entend par réserve toutes les contestations du caractère professionnel de l'accident. À titre d'exemple, l'employeur pourra invoquer le fait qu'il n'y avait pas de témoin de l'accident. Il pourra également invoquer le fait que l'événement n'a pas un caractère soudain, que le salarié présentait un état pathologique antérieur, ou alors que l'accident est survenu en dehors des horaires de travail, ou que le salarié effectuait par exemple une activité personnelle au moment où l'accident est intervenu. Très bien. Effectivement, il y a beaucoup d'arguments qui peuvent être, invoqués pour contester, ces accidents du travail. Oui Donc et si je peux rajouter quelque chose, moi je conseille toujours de, faire une contestation dans un courrier séparé écrit, plutôt que dans la case réservée à cet effet qui est parfois un petit peu, petite. Donc voilà, c'est important, d'émettre des réserves, si on a un doute, sur le caractère professionnel de l'accident, ouais. alors, là, il y a une petite question qui avant qu'on passe aux maladies professionnelles. Un malaise vagal au sortir d'une réunion, l'employeur refuse de déclarer l'accident du travail.
Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça devrait être reconnu dans l'absolu plutôt comme un accident du travail? Oui, oui, en fait, c'est un accident du travail, effectivement. L'employeur, doit déclarer cet accident. S'il ne le fait pas, la victime peut le faire de son côté. Alors, il y a une autre question, mais alors là, c'est plus technique sur la paye. Quand on a un doute sur la réalité de l'accident du travail, est-ce possible de pratiquer, le maintien de salaire d'une maladie non professionnelle plutôt que le maintien de salaire en maladie professionnelle jusqu'à ce que, la sécurité sociale statue? De Non, cette parce que manière, il n'y a pas de régulation à faire si l'accident de travail, est ensuite, contesté. non, parce qu'il y a une présomption, en fait, d'imputabilité de l'accident au travail, donc ça me paraît compliqué de faire l'inverse. D'accord, donc l'employeur se mettrait un peu en difficulté vis-à-vis de son salarié s'il, il pratiquait de la sorte. Donc abordons, maintenant les maladies professionnelles. Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle? Alors, une maladie, elle est considérée, comme professionnelle, lorsqu'elle est contractée du fait du travail. Alors, ce qui est un peu particulier avec les maladies professionnelles, contrairement aux accidents du travail, c'est qu'elles sont répertoriées au sein de tableaux, qu'on peut retrouver sur le site de l'INRS. Et ces tableaux comprennent différentes rubriques qui Alors permettent en vous avez fait mis de un petit exemple classer, derrière. ouais, qui permettent de classer, finalement, les maladies professionnelles. Alors dans ces tableaux, on a tout d'abord une rubrique sur la désignation des maladies. On a une deuxième rubrique pardon, qui est, le délai, de prise en charge de la maladie. Heu, le délai de prise en charge, en fait, c'est un délai qui est assez important et c'est le délai maximal entre la fin de l'exposition du salarié au risque professionnel et la constatation, médicale de la maladie professionnelle. Donc c'est un délai impératif, il ne faut pas le dépasser, sinon la maladie professionnelle ne pourra pas être reconnue. En tout cas, vous ne pourrez pas bénéficier de la présomption, de maladie professionnelle grâce, au tableau. La troisième rubrique, c'est la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Alors, en fait, les tableaux listent les travaux que le salarié doit avoir effectués pour pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. À côté de ces maladies présentes dans les tableaux, il y a bien évidemment d'autres maladies, elles ne sont pas toutes listées. C'est ce qu'on appelle les maladies hors tableau. Également, ce régime de maladie hors tableau s'applique lorsque on a contracté une maladie du tableau, mais qu'on ne remplit pas les conditions qui sont énumérées par le tableau. Donc, par exemple, quand le salarié n'a pas été exposé aux travaux prévus par le tableau. À ce moment-là, les maladies professionnelles peuvent être prises en compte et reconnues comme telles au cas par cas et sur expertise individuelle du salarié. Très bien. Alors, parlons, maintenant justement de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et on va s'attacher, à aux maladies qui sont justement présentées dans les tableaux. Comment se déroule, cette procédure et quels sont les différents délais à respecter? Alors tout d'abord, la première étape, c'est, la déclaration de la maladie professionnelle, et c'est, le salarié qui a contracté cette maladie qui doit effectuer une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM, à l'aide du formulaire, dédié, à cet effet et il doit le faire dans les 15 jours, suivant le début de son arrêt. Le salarié va joindre un certain nombre de documents, donc notamment, les éventuels résultats, aux examens médicaux complémentaires qui seraient, listés par le tableau, le certificat médical initial, de son médecin. Une fois que la CPAM, a reçu, cette déclaration et le dossier complet, elle en accuse réception et elle se charge ensuite d'étudier, le dossier et de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie et pour cela, elle dispose d'un délai de 120 jours pour se prononcer et ce délai pas à compter, de la date à laquelle la CPAM a reçu ce dossier complet.
En l'absence de réponse de la CPAM, il faut savoir qu'il faut considérer que c'est un avis favorable implicite, donc que la maladie est reconnue comme telle. Donc, si je reprends le petit tableau qui est présenté à l'écran, il faut bien remplir les 3 conditions suivantes pour que la maladie professionnelle soit reconnue. Elle doit être répertoriée dans l'un des tableaux listés par la sécurité sociale. Le délai de prise en charge doit impérativement être respecté et l'activité professionnelle du salarié doit être listée dans ce tableau. Très bien. Et concernant les maladies hors tableau, la procédure est différente. En quoi, diffère-t-elle? Oui, alors tout à fait. Donc, pour les maladies hors tableau, c'est une toute autre procédure. Hem, Lorsque la maladie est déclarée par le salarié, donc ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, mais qu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail et qu'elle a entraîné une incapacité d'au moins 25 ou malheureusement le décès du salarié, le dossier est soumis à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est le C2RMP. Et c'est ce comité spécialisé qui se prononce sur le caractère professionnel ou non. Donc, il va véritablement mener une analyse très poussée et individuelle des circonstances de la maladie. Le C2RMP, il dispose d'un délai de 4 mois pour rendre son avis. Ce délai peut être prolongé de 2 mois supplémentaires lorsque un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le délai d'instruction de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas prolongé du fait que le C2RMP ait été saisi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, quand et comment, l'employeur est-il informé en fait, de la reconnaissance d'une maladie professionnelle d'un de ses salariés? Alors l'employeur, il est directement informé par l'organisme de sécurité sociale auquel il est rattaché de la déclaration de maladie professionnelle du salarié. Le salarié n'a aucune démarche particulière à effectuer auprès de son employeur. Et par la suite, s'il y a reconnaissance de la maladie professionnelle, la décision de la CPAM qui reconnaît la maladie professionnelle est notifiée à l'employeur par tout moyen et cette décision doit bien évidemment être motivée et indiquer quelles sont les voies de recours qui sont ouvertes à l'employeur pour contester cette décision. Alors justement, quelles sont les voies de recours, de l'employeur, concernant, une maladie professionnelle? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, l'employeur peut formuler des réserves motivées tout au long de l'instruction. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'absence de réserve ne vaut pas reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle et donc ne prive pas l'employeur de contester la décision prise par la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle. Lorsque, il y a une décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, l'employeur peut, dans un délai de 2 mois, contester cette décision. Premièrement, devant la commission de recours amiable, donc c'est un recours, amiable comme son nom l'indique et si la commission de recours amiable confirme, la décision de prise en charge, à ce moment-là, il pourra saisir le pôle social du tribunal judiciaire pour, pour infirmer cette décision de reconnaissance de la maladie professionnelle. Alors, au niveau des arguments juridiques que vous pouvez employer en tant qu'employeur, le premier argument que vous pouvez opposer, c'est l'inopposabilité de la décision. Vous pourrez donc opposer cela en cas de non-respect du caractère contradictoire de la procédure. C'est-à-dire si vous n'avez pas été informé de la déclaration de maladie professionnelle et que donc vous n'avez pas pu faire valoir vos observations. Et le deuxième argument juridique, là, ça concerne la contestation du caractère professionnel de la maladie. Donc, l'employeur doit démontrer que la cause de la maladie est totalement étrangère au travail.
Vous pouvez aussi contester le fait que la maladie qui a été déclarée est inscrite au tableau, donc soit que le salarié n'a pas été exposé aux risques qui sont prévus par le tableau, soit que le délai de prise en charge est expiré. Très bien. Alors une question qui se pose aussi assez fréquemment, qu'on soit, salarié ou représentant du personnel ou employeur, les enquêtes de la CPAM, donc de la Caisse primaire d'assurance maladie, sont-elles systématiques? Que ça concerne les accidents du travail, ou les maladies professionnelles, est-ce qu'ils en font, systématiquement ou pas forcément? Non, c'est les enquêtes, en fait, c'est vraiment, la CPAM, qui décide, de l'ouverture, d'une enquête, ou non. Voilà, c'est, qu'il y ait quand un accident du travail ou une maladie professionnelle est déclaré, il y a aucune obligation, qu'il y ait, une enquête. Par Très contre, bien. si c'est une maladie hors tableau, on a bien la saisine du C2RMP. Oui. Et donc là, ça peut s'assimiler à une sorte d'enquête un petit peu plus poussée, mais voilà, c'est une appréciation individualisée de l'existence de la maladie professionnelle. Très bien. Donc nous allons aborder, maintenant notre 3e partie sur le rôle du CSE et les mesures, de prévention, qui doivent être prises en entreprise. Le CSE doit-il être informé, de la survenue d'un accident du travail ou de la reconnaissance d'une maladie professionnelle? Alors c'est le code du travail qui nous donne la réponse, puisqu'il prévoit que dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur a l'obligation de réunir le CSE en cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Donc c'est vraiment ce critère de gravité qui va s'appliquer et cette obligation n'est pas imposée aux entreprises de moins de 50 salariés. Néanmoins, le CSE, en fait, il dispose d'un pouvoir d'enquête qui est général et qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc ça suppose, pour pouvoir activer ce pouvoir d'enquête, qu'il soit informé de la survenance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et également, dans l'optique de la prévention des risques professionnels, l'employeur a tout intérêt à informer son CSE de la survenance d'accidents du travail, de maladies professionnelles, pour travailler avec lui sur la mise en place d'actions correctives. En effet. Alors abordons maintenant le sujet du DUERP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels. La survenue, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle impose-t-elle la mise à jour, pardon, non, la mise en place, pardon, d'une enquête interne et ensuite la mise à jour du DUERP? Alors concernant l'enquête interne, c'est une prérogative du CSE. Et le code du travail nous dit que donc le CSE peut mener des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle et après un accident du travail grave ou une maladie professionnelle grave. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, cette enquête est menée en collaboration entre un représentant de l'employeur ou l'employeur lui-même et un représentant du comité social et économique. L'employeur, à côté de cette prérogative du CSE, peut toujours décider de mettre en place une enquête interne et de recueillir des témoignages et de faire la lumière sur les circonstances de l'accident ou de la maladie professionnelle. Puisqu'il faut rappeler que l'employeur a pour rôle d'identifier les causes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour mettre en place des actions correctives. Et à mon sens, il doit également mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels en intégrant les risques identifiés, parce que s'il ne le fait pas et que survient dans les mêmes circonstances un accident du travail ou une maladie professionnelle, il pourra lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures pour empêcher que l'accident se reproduise.
En effet, nous aborderons, un petit peu enfin ça un petit peu plus tard en parlant de la faute inexcusable de l'employeur. Nous reviendrons un petit peu là-dessus. Alors, la survenue, d'accidents, du travail et de maladies, professionnelles, a forcément, un impact sur le calcul de la cotisation AT-MP, donc accident du travail, maladie professionnelle. Comment cette cotisation est-elle calculée? Est-ce, calculé de la même manière, quelle que soit la taille, de l'entreprise? Alors oui, effectivement, les accidents du travail et les maladies professionnelles vont avoir un impact, sur le taux de cotisation, de l'établissement. Alors le taux de cotisation, il est déterminé et il est fixé par la CARSAT et c'est un taux qui dépend, à la fois de l'activité de l'établissement, mais également, de l'effectif de l'établissement. On a, 3 différents taux. Le premier, il concerne les entreprises de moins de 20 salariés, pour lesquelles la tarification est collective, c'est-à-dire qu'elle est calculée en se basant sur le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont intervenus dans l'ensemble des entreprises exerçant la même activité. Donc, le taux ne dépend pas directement des maladies professionnelles et des accidents du travail qui sont survenus dans un établissement particulier. Le deuxième taux, il va concerner les entreprises, dont l'effectif est compris entre 20 et 149 salariés. Là, c'est un taux, mixte qui s'applique. Donc on a une partie collective, comme pour les entreprises de moins de 20 salariés et une partie, une tarification individuelle, et donc qui va, là, dépendre du nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus dans votre établissement. Et on nous dit que la part individuelle minimum est de 10. Les entreprises, de plus de 150 salariés, elles sont pas concernées par les 2 taux précédents et c'est une tarification individuelle. C'est-à-dire que, le taux va dépendre, directement du nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont déclarés au sein de l'établissement. Donc pour ces entreprises, les efforts de prévention, sont, essentiels, puisqu'ils vont permettre de faire effectivement baisser, ou augmenter le taux de cotisation s'il n'y a pas d'effort de prévention. Effectivement, d'où l'importance, de tout ce travail de prévention des risques, outre, sur, l'aspect, santé des salariés qui, doit être le 1er élément qui doit guider, les employeurs là-dessus. Mais, ça peut avoir, effectivement un impact, non négligeable, sur, sur les finances de votre entreprise. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a pas que la prévention des risques professionnels, puisque comme vous le savez, l'employeur a une obligation de Une sécurité de obligation. résultat en ce qui concerne, la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, il y a aussi, cet aspect-là qu'il faut garder en tête. Tout à fait. Alors on va prendre juste une petite question parce que je pense que le problème, s'est posé, sans doute dans plusieurs entreprises. Hem, c'est une question, d'Élodie. Donc un de leurs collaborateurs a envoyé un arrêt de travail de maladie professionnelle le 12 octobre, donc c'est vraiment d'actualité pour elle. Et la première constatation avait eu lieu en mai 2020. Avant de recevoir cet arrêt, une procédure pour licenciement pour inaptitude avait été entamée, par l'employeur et l'employeur, dit ne pas avoir reçu de notification de maladie professionnelle par la CPAM. Du coup, l'arrêt de travail, c'est un arrêt de travail classique ou un arrêt de travail de maladie professionnelle? Et le licenciement, à Heu, l'origine, était prévu pour une origine non professionnelle, de l'inaptitude. oui, parce qu'en fait, c'est tout le sujet, c'est que, lorsque la caisse, prend une décision implicite, l'employeur n'est pas forcément informé.
de la maladie professionnelle. Donc, c'est des situations qui arrivent, mais effectivement, là, dans ce cas-là, c'est une inaptitude d'origine professionnelle. Donc, il aurait fallu mettre en place la procédure d'inaptitude pour maladie professionnelle. Très bien et donc l'arrêt de travail, c'est plutôt un arrêt de travail, Bah, s'il en y a une maladie re professionnelle? Oui, s'il y a une Si la reconnaissance de reconnaissance, maladie, tout à fait. Mmh. merci beaucoup. Alors, dans le cadre des accidents du travail ou des maladies professionnelles, l'employeur peut être amené à verser des indemnités complémentaires, aux salariés. Dans quelles conditions, doit-il le faire? Alors, il y a plusieurs conditions, que le salarié doit respecter s'il veut avoir droit aux indemnités complémentaires, versées par l'employeur. Le salarié, doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Il doit avoir informé son employeur de son arrêt de travail dans les 48 heures et lui avoir transmis son certificat médical initial qui constate la maladie professionnelle ou l'accident du travail. Il doit également percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale et il doit être soigné en France ou dans un État membre de l'Union européenne. Donc, si ces 4 conditions ne sont pas remplies, l'employeur n'a pas à verser un complément de salaire en plus des indemnités journalières de sécurité sociale qui sont versées par la CPAM. Alors, le montant de ce complément de salaire, il y a des dispositions légales que je vais vous présenter, mais il faut bien faire attention qu'il y a également des dispositions, bien souvent des dispositions conventionnelles qui sont plus favorables et dans beaucoup de conventions collectives, on voit que, le complément de salaire, qui doit être versé par l'employeur, est à hauteur de 100. Donc la loi prévoit que pendant les 30 premiers jours d'arrêt de travail, l'employeur doit garantir 90 de la rémunération brute du salarié, déduction faite bien évidemment des indemnités journalières de sécurité sociale et à partir du 31e jour d'arrêt, ça passe à 2/3 de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été en arrêt de travail. Très bien et donc oui, le montant, doit tenir compte des, indemnités journalières de sécurité sociale et on le déduit, du montant de l'indemnité complémentaire, c'est bien cela? Tout à fait. Alors, un accident du travail survient ou une maladie professionnelle et la faute inexcusable de l'employeur peut être, retenue. Quelle procédure doit être mise en place pour qu'elle soit, reconnue et à quelles sanctions, peuvent être, condamnées les entreprises? Oui, alors la faute inexcusable de l'employeur, c'est un élément, important qui peut avoir des conséquences financières, importantes. Alors la faute inexcusable, c'est quand l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a mis en place aucune mesure de prévention. Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, cela ouvre droit pour le salarié, à une majoration, de la rente ou du capital qui serait versé par la CPAM, mais également à une indemnisation de son préjudice par l'employeur. Alors, la reconnaissance de la faute inexcusable, elle commence par une saisine du salarié de la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception, pardon. Et la CPAM va convoquer l'employeur et le salarié à une réunion de conciliation au cours de laquelle ils pourront se mettre d'accord sur l'existence de la faute inexcusable. En cas d'échec des conciliations, le salarié pourra saisir le pôle social du tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable. Alors l'employeur peut évidemment se défendre et il devra démontrer l'absence de faute inexcusable en, par exemple, apportant la preuve d'un document unique d'évaluation des risques professionnels à jour, qu'il a mis en place, un plan de prévention qui serait conforme aux prescriptions du code du travail, que le salarié, a eu toutes les formations, nécessaires en matière de santé et de sécurité. Mmh. D'où, l'intérêt
d'informer en fait, et je reviens sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, le CSE, des accidents du travail et des maladies professionnelles et de prendre, de concert avec lui, des actions correctives. Oui, les élus, de CSE ont en effet un rôle important à jouer en matière de santé et sécurité au travail. Il ne faut pas hésiter à les associer, ils pourraient, suggérer, de bonnes idées. Nous arrivons au terme de cette webconférence et on termine pile à l'heure. Donc j'espère que cette webconférence, vous a plu et que vous avez obtenu, réponse à bon nombre de vos questions. Alors je suis désolée, j'ai vu passer des questions très, très précises, sur des situations peut-être un petit peu trop précises qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Mais n'hésitez pas à les poser à nos juristes, ou à contacter, maître Serre dont je vous remets, les coordonnées, à l'écran. Je vous invite également à lire, nos dossiers et nos actualités qui existent sur le sujet, sur le site, Jury Travail. Alors j'espère vraiment que cette webconférence vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Marine, va vous envoyer un lien qui vous permettra de nous donner, votre avis sur cette webconférence. Ces avis sont très précieux puisqu'ils nous permettent de nous améliorer sans cesse, que ce soit sur le contenu ou sur, la forme. Alors pour terminer, je vous, donne, rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu, le 8 novembre à 14 heures et nous aborderons, un sujet, radicalement différent, puisque nous parlerons, des primes et des avantages, en nature, en cette période où on parle beaucoup du pouvoir d'achat des salariés. Il nous a paru essentiel d'aborder ce type de sujet. Donc merci encore à vous maître d'avoir accepté, d'animer cette webconférence, avec moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt Moi aussi, au revoir et merci. et je vous remercie tous, d'avoir, assisté à cette webconférence. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine, webconférence de Jury Travail. Au revoir à tous. Au revoir.